Camarades, bonjour. La dernière fois, on s'était arrêté sur le fait que malgré ses conquêtes et ses succès, Clovis restait un petit roi perdu du nord de la Gaule, sans que personne ne soucie vraiment de lui. Et bah aujourd'hui on va le voir, il y a du changement. On l'a vu ensemble dans la dernière vidéo, en 491, Clovis a certes un royaume qui territorialement n'a rien à envier à ses rivaux burgondes, ostrogoths ou visigoths, il reste le petit roi d'une ancienne province romaine perdue du nord de la Gaule. Si les 10 premières années de son règne, on l'a vu, Clovis a tenté de montrer que c'est lui qui avait la plus grosse en tapant sur tout ce qu'il ne trouvait pas assez romain, un petit coucou spécial à Syagrius, il a vite compris que seul contre tous, il allait pas pouvoir durer bien longtemps, et que du coup, faut tenter une nouvelle forme d'approche avec ses voisins. Et cette nouvelle forme, c'est les alliances. Il veut pas se rallier, il fout la merde, les autres clans commencent à se poser des questions. Cette idée de fédérer les clans aussi, je vous ai dit, le seul moyen de les fédérer, c'est de tout cramer. Les premiers concernés par cette nouvelle stratégie d'alliance, et c'est assez logique, sont les Burgondes, voisins directs de Clovis, et depuis quelques mois maintenant, Clovis et le roi des Burgondes, Gondebaud, entretiennent alors des relations assez pacifiques par le biais d'ambassades depuis leur courte guerre de 490-491. Pour vous faire un point rapide sur le royaume burgonde en cette fin 5e siècle, puisque c'est vrai qu'on s'y est pas trop attardé, il est dirigé donc par Gondebaud, un roi arien. Gondebaud, il arrive au pouvoir avec ses 3 frères vers 480. Le royaume était donc partagé entre tous les 3, comme il est de coutume chez la plupart des royaumes germains de cette époque. Mais Gondebaud, le problème, c'est qu'il n'aime pas bien partager. Et du coup, il décide de se débarrasser de 2 de ses frères, Gondémar et Chilpéric II. Comment ? Eh ben étonnamment, Grégoire, il a jugé ça assez utile de tout nous décrire dans les moindres détails. Du coup, Gondebaud égorge son frère Chilpéric II de ses propres mains. Il fait jeter sa femme dans une rivière avec une pierre attachée à son cou, histoire qu'elle remonte pas, c'est juste au cas où, et ses 2 nièces, Clotilde et Chroma, sont condamnées à devenir religieuses. Non mais pour comprendre le gars, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il était toujours en rogne. Il gueulait du soir au matin. Alors pour le mettre au courant de quelque chose, fallait déjà s'approcher de lui sans prendre un coup de masse. Vous l'avez connu, vous ? Je l'ai connu, mon père et lui ont jamais pu se blairer. De toute façon, ils ont jamais pu blairer personne. C'est des caractères qu'on appelle. Cependant, pour Clotilde, vous vous en doutez, son destin sera un peu différent. Soi-disant parce que pas trop moche d'après les polémistes actuels, mais plus vraisemblablement parce que chrétienne, nicéenne et non-arienne, elle prononce pas ses vœux. Gondebaud la garde plutôt sous le coude, histoire d'avoir une monnaie d'échange pour un éventuel mariage. Gondebaud règne alors en maître lorsque Clovis tente une nouvelle forme de rapprochement. Ce rapprochement franco-burgonde est voulu par Clovis, et il s'inscrit dans une espèce de course à qui aura la plus grande légitimité romaine sur l'Occident. Puisque pour Clovis, après Syagrius, Gondebaud est le candidat le plus dangereux. Le plus dangereux, car le plus légitime romainement parlant. Mais pourquoi le plus légitime ? Là encore, il faut remonter à la fin de l'Empire romain d'Occident. Gondebaud possède le titre de Magister Militum, celui de maître de la milice, un titre qu'il a hérité de son père, et qui dans la hiérarchie romaine le place donc au-dessus de Clovis qui est simple gouverneur. Et oui, Rome n'existe plus, mais ça reste quand même super important pour eux. Tellement important qu'on a même des lettres de Gondebaud qui écrit à Anastase, l'empereur d'Orient, qui donc n'est pas au courant de tout ce qui se passe en Occident, pour lui dire qu'il préfère tous ces titres romains pompeux que l'empereur veut bien lui accorder, aux titres burgondes qui font un poil bouseux. Outre ce titre romain pompeux, on l'a vu ensemble, les Burgondes avaient aussi un statut un poil plus élevé que les autres fédérés dans l'Empire, ce qui les rapprochait un peu plus du citoyen romain que du barbare fédéré comme les Visigoths ou dans ce cas les Francs. Et enfin, on l'avait vu aussi ensemble, les Burgondes, leur caractéristique depuis le début dans cette géopolitique merdique, c'est de bouffer à tous les râteliers. Ils se la jouent arienne pour être pépouze avec les Goths, mais de tradition romaine pour être en bonne relation avec Ravenne au début, mais surtout avec les Francs, et Constantinople maintenant. Enfin bref, les Burgondes, c'est vraiment un gros morceau pour Clovis, et cette fois, contrairement à Syagrius, il va pas pouvoir les bouffer par la guerre. Du moins, pas tout de suite. C'est un peu trop dangereux, et avec tous ces ariens dans le coin, c'est pas la bonne idée. Du coup, faut tenter autre chose, l'alliance. Cette alliance, elle va donc passer par Clotilde. Lors d'une des nombreuses ambassades envoyées par les Francs en 492-493, les diplomates de Clovis rencontrent alors un peu par hasard cette jeune princesse burgonde mise au placard par son oncle. Voyant là l'opportunité d'une alliance entre leurs 2 peuples, les diplomates francs racontent alors au roi ce qu'ils ont vu. Quel laidron! Mais elle était comme ça étant jeune! Clovis, bien que déjà marié une première fois, écrit alors à Gondebaud pour lui dire que si on veut continuer sur cette logique d'alliance entre leurs 2 peuples, il faudrait faire un mariage pour s'assurer de leur parole. Et que pour Clovis, y a pas de problème, il a une sœur, Odoflède, et Odoflède, elle est célibataire et elle veut bien épouser Gondebaud. Mais Gondebaud, lui, il est déjà maqué. Et comme il est chrétien, même s'il a rien, c'est une femme
et s'émarre. Par contre, si ça dérange pas Gondebaud, Clovis, lui, il voit aucun problème à épouser Clotilde. Il est déjà marié une première fois, ça on l'a vu, mais il est pas chrétien. Alors c'est pas grave, il fait un peu comme il veut, et avoir plusieurs femmes, c'est pas ça qui va l'emmerder. Une seule femme, quelle idée! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, alors? Et puis vous vous ennuieriez avec une seule femme, vous, non? Oh putain, ouais. Gondebaud, bien que moyen chaud, voit alors là l'opportunité de se débarrasser de sa nièce qui est hérétique, puisque bien qu'il soit en bon terme avec les non-ariens, puisque sa femme est nicéenne, il les aime pas non plus. Enfin oui, c'est un peu compliqué, les Burgondes, je vous ai dit, bouffent vraiment à tous les râteliers. Du coup, ils sont ariens, mais en bon terme avec les nicéens, mais pas trop quand même. Enfin bref, il peut se débarrasser de sa nièce, il calme le petit chevelu du Nord pour éviter de se prendre une guerre dans la mouille, et en plus, si jamais il y a une guerre contre les Alamans, ça lui fait une alliance. Et en plus, petit bonus, si jamais Clovis le gonfle un peu trop, vous imaginez bien qu'il peut s'en occuper. Il a tué 2 de ses frères, alors son proto-neveu par alliance d'une nièce qu'il aime pas, c'est pas ça qui lui fait peur. Du coup, Gondebaud accepte. Le mariage a alors lieu à Soissons. Mariage chrétien ou mariage païen, je sais pas. J'étais pas invité, et contrairement à Grégoire, je peux pas supposer des choses sans avoir aucune preuve derrière. Donc du coup, voilà, faut se contenter de ça, Clovis et Clotilde se marient, et c'est déjà pas mal. À peine mariée, Clotilde, ça par contre on le sait, et surtout avec l'aide de Rémy, qui est plus conseiller conjugal qu'évêque à cette époque, commence à parler du dieu unique à Clovis. Mais ça, le roi, ça lui en touche une sans bouger l'autre. Oh, y'a quelqu'un? Chut. Non mais ça va, oui. Hey, vous me répondez ou je vous fais enfermer? Oh, mais c'est pas vrai! Vous m'avez coupé en plein milieu! Mais en plein milieu de quoi? De ma prière! Prière, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Vous n'avez jamais entendu parler des prières chrétiennes? Peu longtemps après, en 494, de cette union naîtra alors leur premier enfant. Clotilde fait alors des pieds et des mains à Clovis pour qu'il soit baptisé dans la foi chrétienne. Clovis, il est pas trop pour, mais bon, comme Rémy lui a expliqué que le mariage, c'était surtout une histoire de compromis, Clovis accepte. On fait alors une grande cérémonie, décoration, chants, guirlandes, tout le tatouin, histoire d'inspirer un peu ce roi païen. Et le petit est donc baptisé dans la foi chrétienne. Il répondra au doux nom d'Ingomer. Mais il y répondra pas bien longtemps, puisqu'à peine la cérémonie finie, il meurt. Clovis est alors foudrage, il accuse Clotilde, c'est pratique chelou, puisque le baptême du 5e siècle c'est un baptême par immersion, donc si vous êtes pas doué en apnée, il y a un problème, et il accuse aussi le dieu des chrétiens de la mort de son gamin. Le roi n'aura par contre pas bien le temps de ressasser tout ça, puisqu'à peine le gamin inhumé, il reçoit une lettre de Théodoric, dit le Grand, roi des Ostrogoths. Théodoric, il écrit à Clovis une lettre dans laquelle il apprend l'existence de sa sœur, Odoflède, et que lui aussi voudrait bien se marier avec pour sceller une alliance entre leurs 2 peuples. Clovis, tout content, accepte tout de suite, puisque ça lui offre un second allié dans le sud, un allié proto-romain, et un danger de moins. Et sa sœur, même si elle est pas chrétienne, dans un monde où les puissances avec lesquelles on souhaite s'allier sont toutes chrétiennes, même ariennes, c'est un problème pour la marier. Alors là, du coup, comme ça vient de Théodoric, faut pas rater le coche, et il se dépêche d'accepter. Odoflède part donc pour l'Italie, se marie avec Théodoric, et se convertit à l'arianisme dans la foulée. L'Empire aux amoureux! L'Empire aux amoureux! Par contre, pourquoi? Non, pas pourquoi elle se convertit, ça, on s'en fout. Pourquoi Théodoric va chercher une princesse païenne, d'un royaume largement inférieur, et moins prestigieux que le sien? En fait, une fois de plus, c'est tout con. Théodoric est très pragmatique, puisque bien qu'il ait une alliance théorique avec les Visigoths et l'Empire d'Orient, il est assez seul et nouveau dans la région. Il doit donc faire ses preuves. Et pendant qu'il était en train d'en terminer avec Odoacre dans ces années 490, les Burgondes, un peu plus au nord, en avaient profité pour faire quelques raids en Italie du Nord. Et du coup, maintenant que les Burgondes et les Francs sont alliés, il faut que Théodoric remédie à ça pour pas se prendre une coalition dans la tête. Le mariage avec Odoflède permet donc à Théodoric une alliance avec les Francs, qui met les Burgondes dans une sorte d'étau entre leurs 2 royaumes. Théodoric est bien sûr au courant de l'alliance franco-burgonde, mais il pense certainement que si une guerre devait éclater, Clovis choisirait le côté de Théodoric, puisque ça lui permettrait d'en finir avec ce rival d'héritage romain, de récupérer les terres qu'il n'avait pas pu reprendre un an auparavant, et s'il est un peu sympa, venger sa femme pour les actions faites par son oncle. Voyons que ça marche et qu'il y a une carte à jouer avec cette stratégie, ou tout simplement parce que Théodoric est un petit festif, il écrit alors à tout le monde dans cette année 494 pour sceller différents mariages. Un mariage. J'adore les mariages. Tournée générale. Les premiers à répondre à cet appel d'offres sont bien sûr les puissances ariennes. Le tout premier est Alaric II, le roi des Visigoths. Il épouse alors Théodogote, 18 ans, et fille de Théodoric. Dans la foulée, les Burgondes, pas trop idiots et comprenant ce qui se passe, essayent aussi une alliance. Gondebaud fait alors fiancer son fils, Sigismond, à Ostrogoto, 16 ans, et seconde fille de Théodoric. Fiancée et pas mariée, pas parce qu'elle est mineure, non,
c'est juste parce que Sigismond est déjà marié ou fiancé à l'époque, et que Gondebaud, vous commencez à le connaître maintenant, doit d'abord s'en occuper avant de faire un deuxième mariage pour son fils. Et oui, on est d'accord, pour les noms de ses gamines, Théodoric, il craint. Lui se fait appeler le Grand, mais pour ses gamines, c'est pas ça. 494, vous l'aurez donc compris en voyant le titre de la vidéo, est marqué par tous ces mariages. Tout le monde se retrouve alors plus ou moins allié à tout le monde. Et c'est un joli bordel diplomatique en cas de guerre qui verra forcément des trahisons. Ça c'est bien gentil, mais à quel moment on trahit? Dans les premiers temps? Ou bien vous préférez laisser couler un peu d'eau sous les ponts? Et à quel moment on trahit... on trahit qui? Ceci dit, on sait pas trop si c'était le but, mais il y a quand même une certaine forme de paix relative entre tous ces différents rois pour les quelques mois à venir. De cette harmonie d'ailleurs naîtra même le troisième fils de Clovis et Clotilde, vers 495-496. Là encore, Clotilde fait chier Clovis pour que le petit soit baptisé dans la foi chrétienne. Faut dire que la dernière fois c'était un tel succès. Clovis, il refuse, il veut pas, il est pas con, il veut pas perdre un deuxième gamin. Mais sur les conseils de Rémy, conseiller conjugal et évêque de Reims, qui doit lui dire que certainement c'était un accident et que ça arrive qu'une fois sur 1000 ce genre de pépin, Clovis accepte. Le petit est alors baptisé encore une fois dans une de ces somptueuses cérémonies, et on le nommera Clodomir. Et oui, là aussi pour les noms, c'est pas ça. Bref, le petit Clodomir, il est baptisé, on le trempe dans la cuve, et paf! Non, lui il meurt pas, faut pas déconner. Mais par contre il tombe gravement malade. Alors là, Clovis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le baptistère. Le dieu de Clotilde, il veut plus en écouter parler et il a besoin de se vider la tête. Et ça tombe bien, à croire qu'il existe justement ce dieu, puisqu'en 496, Clovis reçoit un appel à l'aide des francs rhénans. Et oui, encore eux, à se demander à quoi ils servent vraiment dans l'Alliance, et si c'est pas plutôt le boulet du groupe. Accourez vite! A pas l'air commode. Encore une fois, francs rhénans oblige, le problème, vous l'aurez deviné, c'est les Thuringiens. Mais cette fois, indirectement. En fait, les francs rhénans étaient tranquilles chez eux du côté de Trèves, quand ils ont reçu des visites à l'improviste des Alamans, leurs voisins. Les Alamans franchissent le Rhin et commencent à prendre le territoire des francs rhénans. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que les Thuringiens, voyant qu'ils n'arrivent pas à percer du côté franc, ont dit que le territoire alamand, c'était plus ou moins kiff-kiff bourricot, et qui leur plaisait bien. Une nouvelle fois, les francs rhénans sont défaits et se replient près de la place forte de Tulpiacum, aujourd'hui Sulpich, dans l'actuelle Allemagne, que nous, on a francisé Tolbiac parce que... le respect. Voilà. Sigebert, le roi des Rhénans, et son armée se sont pris alors une véritable déculottée, à l'accoutumée. Lui-même se retrouve blessé à vie et sera maintenant connu sous le nom de Sigebert le Boiteux. Super sexy. Sigebert demande alors en toute hâte l'aide de Clovis afin qu'une nouvelle fois il vienne sauver son peuple de l'extermination. Clovis, qui on l'a dit a besoin de se vider la tête, mobilise alors toutes ses troupes, et cette fois, l'ensemble des Saliens, peut-être par peur du roi ou par loyauté, on sait pas trop, répondent à la levée de Clovis. Les reliquats romains de Syagrius, pourtant nouveau intégrés à cette fédération, acceptent aussi. L'intégralité des forces de Clovis sont donc levées, et suivant les stratégies romaines que le petit roi a étudiées, ils avancent à marche forcée en suivant la voie romaine Boulogne-Cologne. Pendant le trajet, Clovis établit alors un plan qu'il pense infaillible. Pendant que les Rhénans, pense-t-il, résistent aux Alamans à Tulpiacum, qui est une place forte, lui et ses troupes franchiront le Rhin par le nord afin d'arriver dans le dos des Alamans. Puisque bien qu'il ait mobilisé toute son troupe, Clovis se doute qu'il est en sous-effectif. Et cette manœuvre, qui avait été utilisée par Constantin et Valentinien Ier lors des dernières campagnes de Germanie, permettrait à Clovis d'éviter un choc frontal qu'il redoute car probablement fatal. Malheureusement pour Clovis, vous commencez à le connaître un peu maintenant le pauvre, ça se passe jamais comme il a prévu. Alors qu'il arrive à Cologne, il apprend que les Francs de Sigebert sont en déroute. Clovis joue alors la carte de la surprise, et tente le tout pour le tout. Il marche sur Tulpiacum, en espérant que les Alamans ne l'attendent pas ici, et qu'ils soient encore un peu désorganisés, occupés à piller la place forte. Les Alamans, eux, ne se doutent alors pas de ce qui va leur arriver dans le dos. Mais par contre, ils sont pas intéressés par Tulpiacum. À peine les Francs mis en débandade, ils en profitent pour avancer sur Cologne, véritable carrefour stratégique de la région depuis l'époque romaine, et probablement la véritable cible de pillage. Les deux armées tombent alors nez à nez quelque part sur la voie Cologne-Sulpich. L'affrontement, comme le craignait Clovis, tourne alors à l'avantage des Alamans. Les deux armées, composées principalement d'infanterie, entrent dans un chaos total. Seuls dépassent de la foule, perchés sur leurs chevaux respectifs, Clovis et Guibulde, le roi des Alamans. L'armée de Clovis est en passe d'être exterminée, et le jeune roi réalise alors la cruelle réalité. S'il perd la bataille, il perdra probablement son royaume, mais surtout, la vie. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Nous y voilà, la bataille de Tolbiac. Alors oui, je sais, je m'arrête en plein milieu,
Mais entre le contexte, le mariage et la bataille de Tolbiac, si je veux parler aussi des conséquences de la conversion de Clovis, du baptême, ça aurait été un poil long je pense, et vraiment dense à étudier. Et comme ce sont des choses qui sont vachement reprises, mal reprises, très mal interprétées, et qui font partie de ce mythe un peu de cette France millénaire, de ce mythe mérovingien, une vidéo en 2 fois sur ces éléments clés me paraît pas si mal que ça. Mais bon, pas vous inquiéter, la suite devrait arriver assez vite, puisque en fait, j'avais fait un script au départ, que là j'ai divisé en 2, que j'ai un petit peu rallongé. Donc le script est déjà écrit, il n'y a plus qu'à le tourner, à faire l'iconographie, et puis à vous l'envoyer. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors le tempo est un peu plus lent sur cette dernière, parce qu'il se passe pas bien grand chose, c'est des mariages, c'est un peu la fête, ça se passe tranquillement, mais voilà, je pensais que ça pouvait être aussi un peu intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, et on se revoit bientôt pour la suite. Allez, soyez sages, le bisou.